Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec les attentats de Jakarta. Des activistes ont perpétré un attentat à la bombe dans le centre de la capitale indonésienne, tuant au moins 7 personnes, dont 3 civils et 3 policiers. Selon la police indonésienne, au moins 6 explosions ont détonné et 3 agresseurs ont été descendus. La police a arrêté 4 activistes suspectés d'être impliqués dans l'attentat. Selon les témoins, une importante explosion a eu lieu dans un café Starbucks dans le centre de la ville, près d'une zone d'ambassade et de bureau des Nations Unies. Un commissariat de police a été endommagé. Le président indonésien a condamné ces actes terroristes. L'Indonésie est le pays à plus grande majorité musulmane. Le pays est témoin d'importants attentats à la bombe par les radicaux islamiques entre 2000 et 2009, dont les frappes de 2002 sur l'île de Bali qui ont tué 202 personnes. Le président indonésien Joko Widodo a condamné les attentats de Jakarta et a demandé au peuple de rester au calme. Nous exprimons nos condoléances et nous condamnons les actions qui dérangent la sécurité publique et la paix du peuple et qui engendrent la terreur. Le peuple n'a pas besoin d'être effrayé et ne doit pas être battu par ces actes terroristes. J'espère que le peuple restera calme car tout est contrôlable. Et les autorités indonésiennes ont déclaré que le groupe État islamique avait publié une alerte cryptée avant les multiples attaques de Jakarta jeudi. Un porte-parole de la police nationale a déclaré aux médias que l'avertissement disait qu'il y aurait un concert en Indonésie et qu'il serait aux informations internationales. Il n'a pas donné d'autres détails ni dit quand l'avertissement a été délivré. Les responsables du nucléaire chinois et sud-coréen doivent se rencontrer à Beijing. Les deux pays ont maintenu une communication étroite sur la question de la péninsule coréenne. Depuis l'essai nucléaire mené par la République populaire démocratique de Corée la semaine dernière, la Corée du Sud a renforcé les efforts diplomatiques en vue de remporter un soutien international lié à une résolution forte quant à des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le représentant spécial de la Chine aux affaires relatives à la péninsule coréenne, Woo Da-wei, rencontrera donc son homologue de Corée du Sud, Wang Jung-kook. Les deux responsables doivent discuter des réponses à apporter à l'action de Pyongyang. Mardi prochain, M. Wang s'envolera pour Moscou pour y rencontrer son homologue russe, Igor Morgoulov, pour des discussions approfondies sur cette question. Les hauts négociateurs sur le nucléaire venus des États-Unis, du Japon et de Corée du Sud se sont rencontrés à Séoul pour discuter du récent essai nucléaire mené par la RPDC. Le représentant spécial américain pour la politique sur la RPDC, Sung Kim, son homologue sud-coréen Wang Jung-kook et le japonais Kimihiro Ishikane ont participé à la réunion de mercredi. Les trois parties ont convenu d'appliquer des techniques diplomatiques différentes que par le passé et appelé à de nouvelles sanctions. Nous sommes déterminés à apporter une réponse forte à cette dernière provocation. Les trois pays, États-Unis, Japon et Corée du Sud, ont convenu qu'il était nécessaire d'apporter de nouvelles sanctions plus fermes du Conseil de sécurité des Nations Unies et nous allons coopérer très étroitement à cette fin. Jeudi, le représentant spécial sud-coréen pour la péninsule coréenne, Hwang Jong-kook, doit se rendre à Beijing pour s'entretenir de la situation avec son homologue chinois Woo Da-wei. Et mardi prochain, il rencontrera son homologue russe Igor Morgoulov à Moscou. Dans le même temps, la présidente sud-coréenne Park Geun-hye a appelé à des réponses fortes venant de la communauté internationale à la suite du 4e essai nucléaire mené par la RPDC. Lors d'un discours télévisé mercredi, la présidente Park a indiqué que son pays coopérait de façon étroite avec ses alliés en vue de décider de sanctions efficaces sur les plans bilatéral, multilatéral et du Conseil de sécurité des Nations Unies. Politique étrangère toujours, le gouvernement chinois a publié un document politique qui revoit et résume le développement des relations sino-arabes. Le document, le premier de son genre publié par le gouvernement chinois, est divisé en 5 parties. Il rappelle la volonté politique envers un engagement pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient afin de promouvoir les relations sino-arabes à un niveau plus élevé. Il présente un projet sur le renforcement de la coopération sino-arabe qui devrait inclure des échanges de haut niveau. Du côté de l'investissement et du commerce, le document affirme que la Chine souhaite coordonner des stratégies de développement avec les États arabes. Du point de vue enfin de la sécurité, le document stipule que la Chine souhaite améliorer les échanges antiterroristes avec les pays arabes pour établir un mécanisme de coopération sur la sécurité à long terme.
Les États-Unis ont remercié l'Iran pour la diligence avec laquelle le pays a relâché 10 soldats de la marine. Ils étaient détenus depuis mardi suite à la panne d'un de leurs vaisseaux intervenu pendant un entraînement dans le golfe Persique. La télévision d'État iranienne a diffusé des images d'un commandant de la marine s'excusant pour l'incident qui les a conduits en territoire iranien. C'était une erreur, c'était de notre faute et nous en sommes désolés. Nous nous excusons. L'attitude des Iraniens à notre égard a été formidable. Nous vous remercions beaucoup pour votre hospitalité et pour votre aide. Les gardiens de la révolution islamique ont relâché les marins après s'être assurés qu'ils étaient entrés dans les eaux iraniennes par erreur. Les navires américains ont en effet dévié de leur route à cause d'un système de navigation défectueux. Le Pentagone a annoncé que la marine enquêterait sur les circonstances ayant mené à la présence des marins dans les eaux iraniennes. L'incident intervient en amont d'un accord historique sur le nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances mondiales. Le processus, qui prendra effet à la fin de la semaine, emporterait la levée des sanctions contre l'Iran en échange de la fin de ses activités nucléaires. La police turque a arrêté 4 personnes soupçonnées d'être en lien avec l'attaque suicide à la bombe survenue mardi à Istanbul. Un suspect a été appréhendé dans la soirée de mardi, quelques heures après l'attentat. C'est le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu qui a annoncé ces derniers développements lors d'une réunion sur la sécurité dans la ville d'Istanbul. 4 autres personnes sont détenues après avoir identifié le terroriste et grâce aux informations obtenues sur la façon dont l'assaillant est entré en Turquie, les contacts qu'il entretenait, ses antécédents. Je pense que d'autres intervenants se cachent derrière cette action. Oui, l'attaquant est lié au groupe État islamique, mais le groupe État islamique est une organisation telle que parfois elle peut être utilisée comme une organisation de façade. Le chef du gouvernement turc s'est engagé à révéler l'identité des vrais acteurs derrière le groupe État islamique. La Turquie a fait savoir que le groupe extrémiste est responsable des attentats à la bombe meurtrier perpétrés dans la ville de Suruç, la capitale Ankara et récemment Istanbul. Le Premier ministre turc a également confirmé que le terroriste d'Istanbul était entré en Turquie avec un statut de réfugié. Selon l'agence de presse turque Dogan, le kamikaze Nabil Fadli, un Syrien de 28 ans, avait fait une demande d'asile le 5 janvier à Istanbul. La police est à la recherche de 4 hommes qui voyageaient avec lui. 10 touristes ont perdu la vie lors de l'explosion survenue mardi dans le centre historique de Sultanahmet, une destination touristique populaire d'Istanbul. 17 autres personnes ont été blessées. 2 mois après avoir été la cible du groupe armé État islamique lors des attaques de Paris en novembre dernier, le café Le Carillon a rouvert ses portes mercredi. Le bar est devenu un des symboles des attaques de novembre. Dans les jours qui ont suivi, le pavé à l'extérieur de l'établissement a été rempli de fleurs et d'hommages aux victimes. Ce n'est pas le premier site des attaques à rouvrir ses portes depuis les tristes événements, mais le Bataclan, la salle de spectacle où il y a eu le plus de victimes, demeure fermée. La capitale française tente de réanimer son industrie touristique et l'activité commerciale après les attaques qui ont fait 130 morts et qui ont jeté une ombre sur la ville. Le maire du 10e arrondissement de Paris, où le café est situé, espère pouvoir tourner la page avec la réouverture de l'établissement. Bien sûr que la réouverture des commerces est un moment important parce que le fait qu'ils soient fermés participe d'un moment difficile. Leur réouverture montre qu'on passe à un nouveau moment. Ce qu'il faut, c'est que la vie reprenne son cours, l'emporte, et puis en même temps que nous n'oublions pas la mémoire des victimes. Une euphorie collective a bel et bien gagné le territoire américain ces derniers jours. Au moins 3 tickets gagnants ont été vendus ce mercredi, hier mercredi lors du tirage de la loterie du Powerball d'un montant record de 1,6 milliard de dollars. Les responsables de la loterie ont indiqué qu'un des tickets gagnants avait été vendu à Chino Hill, banlieue à l'est de Los Angeles. Les 6 numéros gagnants sont le 4, le 8, le 19, le 27, le 34, avec le 10 en numéro Powerball. Ils ont été tirés mercredi soir au bureau de la loterie de la Floride à Tallahassee. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. C'est maintenant l'heure de la rubrique Le Monde de l'économie qui aujourd'hui vous est présentée par Zhao Zhejin.
Bonjour à tous. L'autorité de régulation des marchés financiers chinois, ou la CSRC, a indiqué que le système d'enregistrement du marché ne sera pas mis en œuvre le 1er mars. La CSRC a indiqué que l'organe législatif chinois a accepté la proposition de réforme d'enregistrement des IPO et a approuvé le début du travail préparatoire le 1er mars 2016. Selon le régulateur boursier, la population a mal interprété la décision et s'est trompée en pensant que le 1er mars sera la date de la mise en œuvre du système d'enregistrement des IPO. De plus, le régulateur boursier a réitéré qu'on leur a accordé un créneau de 2 ans pour élaborer le nouveau système et informera la population quand la date de sa mise en œuvre sera déterminée. Il affirme aussi que l'implémentation suivra un ordre régulier, ajoutant que les marchés ne seront pas envahis par une hausse des IPO. Les financements participatifs sont de nouvelles formes d'investissement en vogue en Chine qui gagnent du terrain. L'organisme de réglementation de l'État, la CSRC, s'est engagé à réaliser des programmes d'essai en ligne en 2016 pour surveiller ces activités. Inviter un grand chef cuisinier mondial pour préparer un festin n'est plus un rêve. Yami est une start-up chinoise qui a fait de ce rêve une réalité en mettant en relation des chefs gourmets du monde entier. Fondée en 2014, la start-up a attiré plus de 200 grands cuisiniers qui fournissent des cuisines sur mesure aux clients. L'entreprise ne s'est cependant pas arrêtée là. Lors d'un tour de financement en septembre dernier, Yami a offert 1% de ses parts au crowdfunding équitable et a collecté près de 2 millions de yuans, soit près de 300 000 $ américains, à plus de 100 crowdfunders. Le crowdfunding équitable est plus que du simple financement. La plupart des crowdfunders sont également nos utilisateurs initiaux et le crowdfunding équitable a augmenté leur sens de participation. Cela nous a également aidé à promouvoir notre marque. Cette nouvelle forme d'investissement équitable a beaucoup attiré l'attention et est devenue très populaire en Chine. En tant que nouveau phénomène industriel pour les startups, le crowdfunding équitable a stimulé la création de centaines de plateformes en ligne en 2015. 36kr.com a fait partie de ce nouveau phénomène. C'est le premier site à avoir rétabli un mécanisme de sortie pour protéger les intérêts des crowdfunders. Depuis le lancement de sa plateforme en ligne en juin 2015, 36kr.com a collecté près de 240 millions de yuans, soit 36 millions de dollars américains, pour 31 projets de start-up. En établissant un mécanisme de sortie, nous essayons de résoudre la douleur des crowdfunders, ce qui est la liquidité. Nous faisons de stricts contrôles de crédit et des évaluations de risques pour les startups afin d'empêcher tout hasard moral, potentiel ou l'échec de projets. Tandis que cette nouvelle forme d'investissement fournit de nouvelles possibilités aux nouveaux investisseurs, les experts pensent que les risques potentiels ne devraient pas être négligés, car le crowdfunding équitable est encore nouveau en Chine. Les contrôles complets de réglementation du gouvernement sont nécessaires et le système de crédit concerné devrait être construit pour empêcher les fraudes d'investissement. Les mécanismes innovants comme la régulation de sortie et les postes de surveillance des investissements devraient être adoptés par toutes les plateformes en ligne et la conscience des risques auprès des investisseurs devrait être renforcée. Selon la CSRC, les programmes d'essai en ligne de crowdfunding équitable entreront en vigueur en 2016 et le cadre régulatoire sera renforcé. Et voici maintenant les performances du jour des principales places financières asiatiques. Les bourses chinoises ont terminé en hausse jeudi. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A a clôturé à 3147,86 points, en hausse d'1,96%. Et l'indice des actions P a clôturé à 365,10 points, en hausse de 2,73%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A a fini à 1944,17 points, soit une hausse de 3,82%. L'indice des actions P a clôturé à 1192,15 points, en hausse d'1,53%. L'indice Nikkei de la bourse de Tokyo a de nouveau chuté de 2,68% jeudi, effaçant le regain de la veille consécutive à 6 séances de perte à l'unisson de places étrangères déprimées en ce début d'année. L'indice phare des 225 valeurs vedettes a fini en baisse de plus de 474 points à 17 240,95 points.
Et nous enchaînons avec les taux de change des prix du pétrole et ceux des métaux précieux. Bonne nouvelle pour les propriétaires de voitures en Chine. Le gouvernement chinois va baisser les prix de vente de l'essence et du diesel en réponse à la chute mondiale des prix du pétrole depuis jeudi. Mais les experts disent que les prix bas ne sont pas forcément toujours bons. Le prix du pétrole en Chine va être diminué de 140 yuan par tonne, tandis que le diesel verra son prix diminuer de 135 yuan par tonne. L'ajustement s'est fait dans le cadre du nouveau mécanisme de fixation des prix lancé en 2013 et qui reflète au plus près les changements de prix sur les marchés internationaux. Les prix mondiaux du brut sont tombés aux environs de 30 $ le baril et c'est ce qui inquiète les experts chinois. Ces experts disent que les prix bas du pétrole auront des conséquences négatives sur les compagnies pétrolières nationales qui sont déjà désavantagées par des coûts de production plus élevés. 60% du pétrole consommé en Chine provient des importations. Un prix à moins de 40 $ par baril, c'est un genre de compétition par les prix destiné à éliminer la concurrence dans les pays non exportateurs de pétrole. Nous avons actuellement une capacité de production pétrolière de 200 millions de tonnes. S'ils se trouvent éliminés du marché, la Chine se retrouvera sans défense lorsque les concurrents internationaux augmenteront à nouveau les prix. Il nous faut conserver un certain pourcentage de production pétrolière domestique pour des raisons de sécurité énergétique. Les analystes disent qu'il est nécessaire que le gouvernement empêche les prix domestiques du pétrole de tomber trop bas. En plus de la réduction du prix, la Commission nationale pour le développement et la réforme a également annoncé qu'elle met en place un prix plancher et un prix plafond pour les prix du brut. Si le prix du pétrole tombe sous les 40 $ le baril, les prix du pétrole domestique ne s'accorderont pas comme il faut. Et ce sera la même chose pour un prix du pétrole dépassant les 130 $ par baril. Et direction le Nigeria où l'économie est frappée par la baisse des prix du pétrole. De nombreux Nigériens ressentent déjà les effets de cette baisse et ne peuvent plus s'offrir les objets de luxe comme avant. Les Nigériens ont une forte attirance pour les voitures de luxe. Les rues de la capitale en sont pleines, de différentes formes et tailles. Toutefois, certains propriétaires de ces voitures, comme Alex Oji, commencent à les remplacer. Il a eu cette voiture pendant près de 2 ans et il la revend pour presque la moitié de son prix d'origine. Son choix s'est porté sur une voiture moins onéreuse qui sera plus facile à entretenir. J'adore les voitures de luxe, mais l'économie n'est pas stable et pas adaptée pour entretenir une voiture si chère. Ce n'est plus raisonnable. C'est pourquoi je suis venu ici pour la vendre, pour avoir une voiture plus petite et plus pratique. Nombreux comme Alex font face à des défis similaires. Ils abandonnent leur voiture de luxe en la vendant ou en l'échangeant. Beaucoup ont bénéficié du boom du pétrole, assez pour dépenser des millions dans une voiture luxueuse. Mais dernièrement, le manque de liquidité dans le pays s'est fait ressentir et les prix du pétrole, qui est vital pour l'économie du pays, sont tombés à 32 $ le baril. Et les acheteurs traditionnels recherchent des alternatives aux revendeurs de brut. La situation n'est pas meilleure pour les concessionnaires qui ont beaucoup de stocks. Nous avons ce problème dans le système où les gens rapportent leur voiture d'une valeur de 8 millions de naira. Que se passe-t-il avec l'économie maintenant? Les gens ramènent leurs voitures pour les vendre. C'est juste parce qu'il n'y a plus d'argent en circulation. Et les ventes sont au plus bas. Le taux de vente est très bas. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Par exemple, j'ai cette voiture que je vends pour 14 millions et 14 millions de naira, ce n'est pas une petite somme. Nous manquons vraiment de clients à présent. La baisse dans le patronage a rendu les opérateurs inquiets. Même s'ils ne savent pas quand la situation va changer, ils espèrent que ce sera pour bientôt et que les affaires reprendront très vite.
Autrefois connue comme le centre américain de l'automobile, la ville de Detroit dans le Michigan a dû s'adapter aux changements drastiques qu'a connu son industrie automobile au cours des dernières années. Avec une histoire industrielle remontant à la fin du XVIIIe siècle, Détroit a longtemps été la Motor City de l'Amérique. Mais les dernières années ont été difficiles pour la ville du Michigan. Récession, déclin et faillite ont complètement transformé l'industrie automobile de Détroit. Entre 1903 et 1958, l'usine automobile Packard produisait des véhicules de luxe et avait des installations qu'enviaient les constructeurs automobiles du monde entier. Désormais, ce site emblématique représente une ville qui a perdu les fondations sur lesquelles elle s'était construite. Le conservateur en chef dit que l'économie de Détroit est toujours centrée sur l'industrie automobile. Vous savez, les automobiles font partie de nos vies. Et même si la production ne se fait plus forcément ici, nous restons attentifs au business de l'automobile. Le salon de l'automobile est très important pour la ville, car les automobiles font toujours partie de la Motor City. Certains ont même questionné la légitimité de Détroit d'accueillir l'un des plus importants salons automobiles d'Amérique. General Motors a son siège à Détroit depuis le milieu des années 1920, et malgré la délocalisation d'emplois dans 19 autres pays, l'entreprise maintient un lien très fort avec la ville. Nous sommes pleinement investis. Notre siège est à Détroit et nous y serons toujours. Mais nous sommes une entreprise mondiale. Ce que nous pouvons faire avec cette empreinte internationale, c'est concevoir, dessiner, produire des véhicules sur l'ensemble de la planète en fonction des conditions économiques du moment et du lieu. Mais une des voitures les plus récentes de General Motors, la Buick Envision, est construite exclusivement en Chine et importée aux États-Unis. Cela ne participe pas vraiment à la création d'emplois américains. Mais cela empêchera-t-il les clients d'acheter ce véhicule? Je ne pense pas que cela les dérange outre mesure. Nombre de Ford et de Chrysler sont également produites au Canada et au Mexique. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont produites en dehors du pays. Mais c'est toujours Buick, c'est toujours une entreprise américaine, c'est toujours GM. Donc je pense que ça ira. Les constructeurs américains ont connu une année de vente record en 2015. Mais avec une production délocalisée devenue si commune et de nombreux emplois autrefois à Détroit, aujourd'hui délocalisés à l'étranger, c'est de l'argent qui ne profite plus à la ville. Et c'est la fin de cette partie. Et maintenant, retour au plateau. Merci beaucoup Georgine pour toutes ces informations économiques. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver dans 1h30 pour un nouveau journal. Excellente suite de programme sur notre chaîne.